Bienvenue à Motherhood Unfiltered Podcast. Ici, on crée le village dont chaque maman a besoin. C'est un espace de ressources, de partage et de soutien pour la maternité et le bien-être. Rejoins la communauté où la maternité est vécue et célébrée ensemble et sans filtre. Bon épisode! Allô à tous et bienvenue à un autre épisode de Motherhood Unfiltered Podcast. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Gabriella, qui est maman de 2 petites filles, naturopathe en périnatalité, intervenante périnatale et praticienne thalasso bébé. Mais elle est également, et la raison pour laquelle je la reçois sur le podcast aujourd'hui, c'est qu'elle est accompagnante à la naissance. Puis je trouvais ça vraiment pertinent de l'avoir sur le podcast pour un peu nous éclairer là-dedans. C'était quoi les rôles d'une accompagnante? Parce que je pense que ça passe aussi par redonner confiance à la femme par rapport à l'accouchement, l'allaitement, etc. Donc, sans plus tarder, bienvenue Gabriella sur le podcast. Merci. Donc, moi, je veux savoir, tu as tout plein de titres super pertinents, toujours pas mal en lien avec la périnatalité. Mais l'accompagnement à la naissance, on dirait que tu ne choisis pas ça comme qu'on parlait là, tantôt au secondaire. Je vais être accompagnante à la naissance. D'où t'es venue la passion pour ça? Pourquoi tu as choisi cette pratique-là? Parce que tu as fait ta formation en 2018, donc presque 6 ans déjà. Oui, exactement. Tu dis que, tu sais, au primaire, on n'a pas ça en tête, mais je dois être la rare exception. Je ne savais pas que je voulais être accompagnante à la naissance parce que je ne savais pas c'était quoi être une accompagnante à la naissance, mais j'étais passionnée par la périnatalité déjà. Donc, tu sais, back in the days, à Canal Vie, il y avait Quand passe la cigogne. Oui. Moi, c'était mon émission préférée. Là, d'écouter des accouchements à la télé, c'était magique pour moi. J'avais 10 ans, puis ma mère était comme « T'es fucking weird, fille. Pourquoi t'écoutes des accouchements à la télé? » Par la suite, ma mère a eu ma petite sœur quand j'avais 13 ans. Ah, OK, quand même. Puis j'ai beg pour être à l'accouchement. Puis ma mère était comme, ben non, tu sais, t'es trop petite, on peut pas faire ça. Puis elle a dit, OK, c'était à Sainte-Justine. Elle était comme, si le médecin dit oui, s'il considère que t'es assez grande, tu peux rester. Donc, c'était en milieu hospitalier en plus. Oui, OK. exact. C'était en milieu hospitalier. Puis le médecin a dit oui. Il m'a regardé puis il a fait, est-ce que tu te sens prête? C'est beaucoup d'émotions. Est-ce que tu te sens prête pour être là pour la pousser? Puis tout ça, j'étais comme, oui. Donc, j'ai assisté à la naissance de ma sœur à l'hôpital à ce moment-là. Puis c'était effectivement beaucoup trop d'émotions. Oui, des fois, même en tant que femme, une fois que tu accouches, t'es comme, oh, OK, c'est quelque chose. C'est ça, tu sais. Puis là, c'est de voir ta mère, là, qui tu sais, oui, elle avait une péri, mais après ça, c'est comme tout l'effort, là. Puis j'avais passé la journée avec elle à l'hôpital, puis tout ça. Fait que par la suite, tu sais, j'ai toujours été intéressée par ça. J'ai étudié en petite enfance au cégep. Après ça, je suis allée en soins infirmiers. Fait que, tu sais, je suis toujours restée là-dedans. Puis j'ai fait des accompagnements sans le savoir. Tu sais, mes cousines qui ont eu des bébés, ben je les accompagnais. Puis j'ai assisté à 2 naissances. Une amie aussi, tu sais, je l'ai aidée. Tu sais, j'ai donné comme des trucs. Ou c'est ça, des trucs. C'était comme attirée par ça sans vraiment. Exactement. Puis c'est vraiment en 2018 que j'étais enceinte. Puis là, j'ai vu la formation passer. Puis là, j'ai fait comme « Ah! » Enfin, de ta première. OK. C'est ça. Là, j'étais comme « Ah, ça existe pour vrai. » Oui. Fait que j'ai fait ma formation enceinte. Puis je l'ai terminée. J'ai fait mon stage. J'étais à 32 semaines de grossesse, là. Wow! C'est un peu comme ça que je me suis rendue là. Puis depuis ce temps-là, ben c'est ça. C'est tellement intéressant. Puis on pourra décortiquer un petit peu plus c'est quoi une accompagnante, mais en allant regarder sur le site de le collectif Les Accompagnantes, j'ai trouvé une phrase qui m'a parlé, puis je pense que c'est important, en tout cas, je voulais le partager. Ça disait « Il est démontré que le soutien physique, pratique et émotionnel d'une femme en travail par une autre femme avec laquelle elle établit une relation de confiance diminue la perception de la douleur et augmente la confiance, ce qui favorise les chances d'accoucher physiologiquement sans intervention non essentielle, si tel est son désir. » Exactement. Je trouvais ça très powerful. On dirait qu'on revient un peu au cercle de, tu sais, souvent, on dirait un peu dans le temps, les femmes accouchaient plus entre sœurs, mères, etc. C'est exactement ça, le village. Le village, exact. J'avais l'impression de lire ça puis de revenir comme aux bases, en fait, là, tu sais, ce qui devrait être peut-être fait, I guess, là, ou qu'est-ce qui est peut-être le mieux. Puis je veux que tu nous dises, peux-tu nous donner un peu une meilleure idée de c'est quoi une accompagnante à la naissance? Est-ce que c'est la même chose? C'est des fois, on entend doula, sage-femme. Tu peux-tu un peu nous décortiquer ça? Absolument. On va commencer avec sage-femme. Donc, sage-femme, c'est des études universitaires, pas en médecine parce qu'ils ne voient pas aussi gros comme la médecine, mais vraiment en tout ce qui est grossesse, accouchement.
Donc, c'est vraiment des choses médicales. Les touchés vaginaux, prise de signes vitaux, soluté, comment aider la femme à accoucher, littéralement recevoir le bébé, tout ça. Fait que ça, c'est vraiment tout un côté médical. Nous, les accompagnantes à la naissance, on fait rien de médical. Je comprends. Donc, même si maman voudrait que je fasse un toucher vaginal pour savoir, hey, je suis rendue à combien, on va pas là. Ça, c'est vraiment des actes qui sont réservés aux médecins, au corps hospitalier. Donc, tout ce que tu as dit au niveau du support moral, support physique, support émotionnel, on est là pour ça. En gros, comment ça se passe, un accompagnement à la naissance? Bien, tu as des options. On peut faire des rencontres prénatales. Donc, pour justement venir transmettre de l'information sur c'est quoi un accouchement, c'est quoi les hormones, comment ça va se passer. Faire une préparation à la naissance. Après ça, on peut parler de différents sujets, là, allaitement, les premiers jours avec bébé, la relation de couple, comment est-ce que ça peut changer, tout ce qui est en lien vraiment avec la venue au monde du bébé. Puis, on a le volet accompagnement à la naissance, la présence à l'hôpital, en maison de naissance ou à domicile. Avec une sage-femme. Je comprends. Donc, à ce moment-là, on est là vraiment pour préserver la bulle du couple. On prend pas parole pour eux, dans le sens que c'est toujours à eux de prendre les décisions, de faire des choix éclairés, de tout ça. Mais on est là vraiment pour c'est ça, exactement. Les aider à faire des choix éclairés. Là. Puis, exemple, juste pour être sûr, est-ce que doula puis accompagnante à la naissance, c'est la même chose? C'est la même chose. C'est deux noms différents. OK. Oui, exact. Puis là, c'est exemple, moi, je suis enceinte, je veux une accompagnante à la naissance. Est-ce que c'est un service privé? Est-ce que, là, moi, j'avais vu le collectif. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être, I guess, pas remboursé, là, mais un service gratuit? Comment ça fonctionne? Donc, c'est au privé. Il n'y a pas encore de subvention gouvernementale ou quoi que ce soit. Il n'y en a pas dans le domaine de la santé, dans un hôpital, mettons. Il y a eu quelques petits projets, mais c'est rien de concret encore. Donc, c'est un service au privé. Par contre, il y a des accompagnantes à la naissance qui, comme moi, sommes naturopathes en périnatalité. Donc, à ce moment-là, on peut émettre des reçus en naturopathie pour les assurances privées. Donc, c'est sûr que ça, ça peut aider au niveau du coût parce que étant privé, c'est sûr que c'est dispendieux. Là. Ça peut être dispendieux assez rapidement. Mais avec les reçus en naturopathie, tu peux soit les soumettre à ton assurance ou tu peux les garder en crédit d'impôt. Exactement. Puis, j'avais pas prévu l'aborder, mais naturopathe en périnatalité, tu peux-tu nous expliquer un peu, ce serait quoi, mettons? Ben, en fait, c'est que le cursus est vraiment plus long. Tu peux avoir le cours de base, mettons, là, pour être accompagnante à la naissance, qui est vraiment, mettons, la physiologie de l'accouchement, ce genre de choses-là. Puis après ça, tu as le cursus naturopathe en périnatalité, où ce que là, tu vas aller voir beaucoup plus dans la nutrition, dans les suppléments, justement, quelles herbes sont bonnes, moins bonnes. Je comprends. En tout cas, le cursus est vraiment très, très, très complet. On va voir l'allaitement plus en profondeur. On va voir. Fait que c'est au total, c'est un minimum de 1200 heures. De plus. D'études, OK, wow. Ouais, il y a quelques écoles là, au Québec qui offrent le cursus. Puis là, je pense le mentionner, mais juste pour être sûr, dans le fond, on peut faire appel à une accompagnante à la naissance, qu'on soit en milieu hospitalier, à domicile ou en maison de naissance. En maison de naissance. Je te cacherai pas que facilement 95-96% de la clientèle, c'est pour le milieu hospitalier, souvent parce qu'ils n'ont pas eu de place en maison de naissance. Je comprends. Par contre, ça l'arrive, là, des accompagnements en maison de naissance. Une de mes plus belles naissances, ça l'a été en maison de naissance. Moi, personnellement, j'en ai pas fait à domicile, mais j'ai des collègues qui en ont fait également à domicile avec présence de sage-femme. Là. Moi, j'ai accouché à l'hôpital parce que j'avais pas eu de place, justement, en maison de naissance. Mais j'avais même pas pensé à une accompagnante à la naissance. Mais maintenant, l'avoir vécu, moi, j'avais fait, j'étais très préparée pour l'accouchement. J'avais fait une liste à chambre, tu sais, comme lumière tamisée, me dire telle affaire, me rappeler tel mot. Mais finalement, il était tellement dans le moment avec moi de faire mes points de pression puis de me soutenir qu'il n'y avait pas le temps d'aller tamiser une lumière ou s'assurer. Fait que je pense qu'une accompagnante à la naissance, ça peut tellement être un beau plus pour t'aider. En tout cas, si tu as comme un accouchement, pas de rêve, mais comme des envies, des désirs que tu veux avoir. Des souhaits. Exactement. Est-ce que tu peux aider au niveau médical? On le sait, non, mais est-ce que tu peux aider au niveau des points de pression? Absolument. Absolument. La gestion des méthodes de gestion des douleurs pharmacologiques, on va les voir, mais on va aussi les voir naturelles. En rencontre prénatale. Donc, justement, les points de pression, des positions physiologiques, tout ce genre de
de choses-là, on les voit en rencontre prénatale pour préparer le couple le plus possible. Là, tellement. Puis quand vient le moment de l'accouchement, ben, on veut que le partenaire soit là, soit impliqué. On n'est vraiment pas là pour prendre la place du partenaire. Oui. Au contraire, on veut former le partenaire pour que, idéalement, là, le but d'une accompagnante, ça serait que finalement, les parents t'appellent et sont comme « Hey, je suis en train d'accoucher, mais je me sens vraiment préparée, viens pas finalement. » Ah, OK. De vraiment tout leur donner les outils possibles. C'est ça serait vraiment ça parce que tu dis, OK, j'ai redonné le pouvoir à la femme. Okay. Tu sais, elle se sent prête, elle se sent correcte dans son corps. Puis go. Tu sais, ça serait vraiment cool qu'un jour je reçois cet appel-là. Mais d'un autre côté, tu sais, c'est difficile à faire. On a beaucoup d'appréhension. On entend beaucoup de choses quand on vient aux accouchements. Donc, tu sais, nous, on est là vraiment pour préserver la bulle, l'intimité du couple. Ouais. Je l'ai dit tantôt, on n'est pas là pour prendre parole pour le couple, on n'est pas là pour dire ou exiger quoi que ce soit au corps médical. Tu parlais de souhaits tantôt, on va préparer les souhaits de naissance, justement, entamer des discussions dans le couple pour que vous soyez les deux sur la même longueur d'onde. Ouais. Puis après ça, moi, je suis là pour vraiment comme préserver ça. Si jamais papa a besoin d'un break, on s'entend que lui, ses besoins physiologiques continuent. On ne sait pas ça prend combien de temps un accouchement. Donc, s'il a besoin d'aller manger, s'il a besoin d'aller à la salle de bain, quoi que ce soit, ben, l'accompagnante est là puis elle va rentrer dans la bulle avec maman pour venir faire des points de pression. Si papa est à court d'idées, l'accompagnante est là pour venir dire OK, hey, peut-être qu'on peut essayer ça. Peut-être qu'on peut essayer ça parce qu'on ne sait pas comment va se dérouler l'accouchement. T'as beau avoir un plan X. Exact. Puis on a beau parler de 1001 scénarios en rencontre prénatale, quand vient le jour J, ben, ça se peut que vous ayez oublié des choses. Là. Fait que l'accompagnante est là pour faire comme hey, là, il se passe telle affaire, peut-être qu'on devrait essayer telle chose, on va changer de position, on va faire ci, on va faire ça. Parce que des fois aussi, on l'oublie, c'est la première fois pour la mère, mais c'est la première fois aussi pour le père, là, de comme, qu'est-ce qui se passe? Puis, tu sais, par exemple, moi, je voulais pas la péridurale, puis je l'avais mentionné à Sean, mais s'il me voit en douleur, puis qu'il est comme là, peut-être qu'il faudrait, tu sais. Fait que je pense que l'accompagnante à naissance peut aussi aider dans ce... Oui, puis c'est drôle que tu parles de péri parce que c'est la question la plus abordée. En rencontre prénatale, est-ce que je prends la péri? Est-ce que je prends pas la péri? Je veux pas la prendre, qu'est-ce que je fais? Puis, tu sais, je vous donne un truc tout de suite pour tout le monde. Ayez un safe word. Ayez un safe word quand vous... Parce que la ligne entre la douleur et la souffrance est très mince. Puis personne ne veut souffrir. Personne ne veut que tu subisses son accouchement. Donc, en ayant un safe word que tu préétablis avec ton conjoint ou avec ton accompagnante, ben tu le sais que, OK, là, c'est pour de vrai. C'est pas parce que j'ai un doute en moi. C'est pas parce que... je comprends. Là, la personne qui t'accompagne sait que, OK, on a utilisé le safe word, c'est pour de vrai, on va appeler l'infirmière. OK, je comprends. Oui, c'est une bonne idée. Parce qu'en utilisant ça aussi, c'est ancré que comme, hey, c'est vraiment juste quand j'en ai vraiment besoin. C'est pas juste comme, j'ai mal, tu sais, c'est vraiment c'est mon safe word. Exactement, c'est ton safe word. On va là quand on a besoin. Puis comme ça l'évite aussi de, est-ce que tu l'aimerais la péridurale? Oui, effectivement. C'est vraiment bien intentionné. Là. Les infirmières, les médecins ne veulent pas te voir souffrir. Moi, il n'y en a aucun qui me le demande. Moi, je l'avais écrit sur mon plan de naissance, ne pas me suggérer l'épidurale. Puis ils ont tous respecté mon choix. Puis je veux dire, j'émettais beaucoup de bruit. Là, puis il n'y en a pas un qui venait me dire, t'es sûre que tu veux pas? Fait que ça... Mais oui, c'est super. C'est vrai que des fois, ça évite les petits... Des fois, tu aurais tendance à dire, OK, oui, je la veux. Puis dans le fond, ton désir profond, c'est peut-être pas ça. C'est peut-être pas ça. Est-ce qu'on peut aborder, j'ai un épisode complet qui s'en vient bientôt sur un peu la physiologie de l'accouchement. Mais j'aimerais ça qu'on l'aborde un peu parce que là, on le lance un peu comme ça. C'est quoi un peu la physiologie de l'accouchement? La physiologie de l'accouchement, c'est comment ça devrait se passer de façon naturelle. Okay. Donc, les positions à adopter. Travailler la physiologie au niveau des hormones. Donc, tu as une cascade d'hormones qui se produisent lorsque tu rentres en accouchement. Donc, c'est tout ce qui est normal qui va se passer dans ton corps pour que ça l'arrive. Donc, tant, comme je te dis, au niveau des cascades des hormones, toute part de un petit relâchement de cortisol au niveau de ton bébé, de ton placenta qui s'en va jusqu'à ton cerveau puis qui dit « Whoop, bébé est prêt à naître ». Donc là, tu commences à avoir des contractions de l'ocytocine, puis là, après ça, ça l'engage comme les endorphines et tout le reste. Là. Donc, c'est vraiment le déroulement hormonal et physiologique là, normal de l'accouchement. Là. Ce que ça me rappelle quand tu disais, on respecte la bulle, je pense qu'une des choses qui a pas aidé, moi, à mon accouchement vers la fin, c'est que j'avais plus de bulle avec Sean. Il y avait tellement de personnes qui rentraient et qui sortaient la lumière. Fait que j'aurais aimé ça pouvoir faire respecter un peu plus cette bulle-là. Fait que je pense qu'on dirait que ça me rappelle toutes les raisons pourquoi je devrais avoir une accompagnante à la naissance. En fait, c'est parce que souvent, on n'est même pas au courant de nos droits. Non.
Ah non, moi, j'avais lu beaucoup, mais effectivement, là, tu sais, autant... Il y a un document, un document, là, un PDF en ligne que tu peux trouver facilement sur c'est quoi les droits de la femme qui accouche. Tu sais, boire et manger, souvent, c'est pas respecté. Justement, le fait de dire non à ce qui est du va-et-vient dans ta chambre. Un cas qui revient souvent, c'est les résidents en médecine. Okay. Les étudiants en médecine, est-ce que j'en veux ou est-ce que j'en veux pas? Ah, ça, je savais pas. Parce que oui, il faut qu'ils apprennent. C'est plus dans les hôpitaux universitaires, là, je te dirais. Mais tu sais, oui, il faut que les résidents apprennent, puis il faut qu'ils fassent des touchés pour savoir, pour bien calculer tout ça. Mais en même temps, eux, ils vont avoir plein des accouchements. Est-ce que tu veux vraiment qu'ils viennent apprendre sur ton premier accouchement, ton deuxième, ton seul accouchement? Fait que c'est un droit de dire non, ben j'aimerais ça qu'il n'y ait pas comme 4, 5, 6 étudiants dans la salle pendant que je suis en train d'accoucher. Tu sais, c'est un moment vulnérable, je veux une certaine intimité. Même chose avec les étudiantes en soins infirmiers. Tu sais, je l'ai été, là. Fait que j'ai rien contre eux, mais c'est un moment tellement précieux que peut-être que tu peux aller ailleurs ou avec quelqu'un que ça ne lui dérange pas, tu sais. Non, effectivement. Puis, j'avais une autre idée en tête qui m'est Ah oui, moi, un que je tenais à... Je sais pas pourquoi, mais j'y tenais. Puis, je l'avais lu beaucoup, c'était je voulais garder mes vêtements à mon pyjama. Oui. Je voulais pas mettre une jaquette d'hôpital. Ça a l'air niaiseux, mais souvent, moi, j'associais beaucoup la jaquette... Je sais pas s'il y a un autre mot que jaquette d'hôpital, là, mais c'est ça. À t'es malade. Tu sais, tu t'en vas pas à l'hôpital parce que t'es malade, tu t'en vas donner la vie à un enfant. Fait que souvent, on dirait que la ligne est mince entre les deux. Puis, personnellement, de mettre mon pyjama à moi puis mes vêtements, je trouvais ça plus empowering, plus c'est ton confort à la base. On va dire que l'ennemi numéro 1 de l'ocytocine, c'est l'adrénaline. Ouais. Donc, plus que tu es dans ton confort, plus que tu es dans tes affaires, plus que tu es dans ta bulle, plus que tu vas sécréter de l'ocytocine. Changer de vêtements, avoir froid, les gros néons de l'hôpital, tu sais, c'est toutes des choses qui peuvent venir créer de la sécrétion d'adrénaline, là. Être dans un lieu que tu connais pas. Fait que le plus de choses que tu as à toi, de chez toi, ben le mieux c'est, là. Tu vas... l'analogie un peu de la chatte qui accouche, là, tu as besoin de créer ton cocon, tu as besoin que ça soit tranquille, tu as besoin qu'il y ait personne qui te dérange. Puis là, à partir du moment qu'elle sent qu'il y a quelqu'un, un prédateur ou quoi que ce soit, ben son accouchement arrête, là. Elle ramasse ses petits, puis elle s'en va. Moi, mes contractions ont arrêté rentrées à l'hôpital. Puis j'étais rendue dilatée à 7 quand même. Là, c'est fou, le corps humain, comment il sait. Non, puis je vous dirais, là, c'est un conseil personnel, mais ayez pas peur de le demander. T'sais, moi, là, ça en est mais j'avais demandé ce qui est très rarement fait, mais qu'on délaie la coupe du cordon. Ah, oui. Puis ils m'ont tous regardé comme avec des gros yeux, puis je dérangeais, mais c'est ça que je veux. Puis peut-être pour vous, c'est pas ça, c'est de garder vos vêtements, boire, manger. Rassure, c'est vraiment la recommandation de maintenant. Là, de l'OMS. Oui, je l'ai lu, puis moi, c'était de 2-3 minutes. C'est 30 secondes, puis moi, j'ai demandé 3 minutes, puis je dois vous avouer que je leur ai demandé 5. J'ai un peu acheté ma paix à 3. À 3, exact. Mais ils l'ont fait, là, puis c'est comme... J'ai demandé à... Oui. Puis j'avais demandé à la chambre qui vraiment regarde, tu sais, il y avait comme une timer dans ma chambre, là, qui regarde ça. Fait que je dirais, n'ayez pas peur. Il y a la liste, comme Gabriella dit, de vos droits. Demandez-les. Si c'est ça qui vous tient à cœur, si vous êtes comme, hey, go with the flow, puis ça va être ça, tant mieux. Mais eux, ils ont leur façon de fonctionner, mais ça veut pas dire que c'est nécessairement la bonne ou la bonne pour vous. Non, c'est ça, tu sais. Puis l'hôpital, c'est très protocolaire, tu sais, puis ils n'ont pas le choix. Ils se protègent aussi. Exactement, ils vont se protéger, puis c'est jamais mal intentionné. Non. Hein, il n'y a jamais un médecin qui va dire non parce que je veux que tu souffres. Exactement. C'est vraiment pas ça. C'est la façon qu'eux l'ont appris, c'est la façon qu'eux fonctionnent. Fait que c'est sûr que si tu viens avec des demandes un peu hors du commun, ils vont faire comme « Ah, j'ai jamais entendu ça. Ouais. » Puis c'est sûr qu'un hôpital en région versus un hôpital à Montréal... C'est pas la même chose non. À Montréal, ils vont avoir plein de demandes, tandis qu'en région, ben, c'est peut-être un petit peu plus traditionnel. Mais c'est ça, la clé, c'est de s'informer. Puis l'accompagnante à la naissance, ben, est là pour ça. Toi, tu vas, OK, le clampage du cordon tardif. Ah oui, je vais t'envoyer des articles qui disent qui sont pour, qui sont contre. Puis après ça, tu vas prendre ta décision. C'est ça, tu vas prendre ton choix, puis ça va être un choix éclairé. Mais ça, c'est pour toutes, là, les soins du bébé. 2 heures après la naissance, le bébé va avoir des soins, là. Ouais. La piqûre, la vitamine K, l'onguent antibiotique dans les yeux, la pesée, tout ça, ben, en ayant l'information, tu vas faire comme, OK, ça oui, ça non, ça j'y crois, ça j'y crois pas, dépendant de ton cas, parce qu'après ça, tous les accouchements sont différents, puis toutes
les bébés sont différents. Oui, là, mais... moi, j'avais fait mes recherches par moi-même, mais d'avoir quelqu'un comme une source de confiance ou quelqu'un qui Exact. fait ça à journée longue, je pense que c'est encore mieux. Là. C'est ça, tu sais, puis on est capable de t'amener des études scientifiques si c'est ça que tu as besoin. Tu sais, on ne s'est pas basé sur... Ma belle-sœur a fait ça ou... Non, c'est ça, tu sais. C'est sûr que tu vas trouver des accompagnantes à la naissance qui ont différentes approches. Là. Oui. Tu sais, il y en a qui sont un petit peu plus dans le rationnel, il y en a qui vont être un petit peu plus dans la spiritualité. Fait que tu vas choisir l'accompagnante qui te parle le plus, là. Tellement. Puis je pense qu'en milieu hospitalier aussi, ce qui est le fun, tu sais, exemple, les sages-femmes, tu les connais dès le début, tu fais ton suivi avec eux, je pense que tu en rencontres une ou deux autres. Fait qu'à ton accouchement, tu es sûr de la connaître, alors qu'en milieu hospitalier, tu sais, moi, ma médecin, comme j'avais déjà dit, il y avait 9 autres médecins qui étaient sur la rotation, fait que j'ai clairement pas eu ma médecin. Exact. Mais d'avoir cette personne-là que tu as un peu eu des rencontres avant, tu la connais, elle te connaît, elle sait qu'est-ce que tu as besoin, je pense que ça peut juste... C'est une relation de confiance qui se bâtit presque dès le début, là. T'sais, parce que dès la première rencontre prénatale, on y va, là. Ouais. On y va dans les questions personnelles, on y va dans les questions qui sont plus inconfortables peut-être, dans ce genre d'informations-là, parce que faut que tu le saches. Faut que tu le saches, puis il faut que la confiance soit là. Si tu fais pas confiance à ton accompagnante, ben, tu risques de pas l'appeler, puis tu risques de pas vraiment en profiter de son service. Chose qui est un peu différente avec un suivi médical, c'est que souvent, le médecin, bien, malheureusement, il y a un caseload de X nombre de patients dans une journée. C'est probablement des rendez-vous aux 10 minutes ou 15 minutes. Fait qu'il y a le temps de répondre à quelques questions, mais c'est tout, là. Tu sais, mesurer ton hauteur utérine, puis as-tu des questions? Non, OK, bye. Les de base. C'est ça. Parce qu'ils n'ont pas le temps de prendre le temps. Il y a tellement de questions qui me viennent. Est-ce que, mettons, je fais appel à toi comme accompagnante à la naissance, on prévoit, exemple, 2-3 rencontres, puis après ça, tu es là pour la naissance. J'ai-tu ton numéro de téléphone? Je peux-tu t'appeler chez des questions, juste pour qu'on rajoute à ça? Oui, absolument. OK. Donc, je ne veux pas généraliser, mais pour la plupart des accompagnantes, on a tout notre cellulaire, soit de job, soit privé, là, qu'on vous donne le numéro. Donc, ça vient avec un service de téléphone, texto, tu sais, que tu peux m'appeler, tu peux m'écrire quand tu as des questions. Ça l'aide à la proximité, là, tu sais, où il y a une confiance entre les parents puis l'accompagnante. Puis après ça, tu sais, c'est parce qu'on est de garde à partir de la 37e semaine pour la plupart des accompagnantes. C'est 37-38. Puis ça veut dire que mon téléphone est allumé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour toi, ou pour les mamans qui vont accoucher dans cette période-là. Puis on va être de garde jusqu'à ton accouchement. Fait que si ton accouchement est à 42 semaines, ben on est 5 semaines de garde pour toi, là. Je comprends. Donc, il faut qu'on soit rejoignable jour, soir, nuit, en tout temps pour toi, parce qu'on ne le sait jamais quand est-ce que ça va se déclencher. Puis, tu sais, dans les dernières semaines, on jase beaucoup, là. OK. Oui, souvent, il y a des Braxton Hicks ou il y a des... C'est ça, exactement. T'sais, on va être tenu informé de qu'est-ce qui se passe, tes suivis. Justement, as-tu des Braxton, as-tu des contractions, comment ça se passe? Parce que, toi, tu vas partir quand tu as besoin de partir, mais si nous, on n'est pas avisés, ben à un moment donné, c'est parce que, moi, dans mon cas, j'ai des enfants. Là. Oui. Fait que, je veux m'assurer. On a tout le temps un plan B, C, D, mais je veux m'assurer d'appeler le bon plan, puis que, OK, tu es en charge des enfants parce que moi, je m'en vais. Là. Fait que, toi, tu pars à l'hôpital, puis nous, on vient te rejoindre à l'hôpital. Quelques minutes, heures plus tard, là, dépendant de l'avancement du travail aussi. Là. C'est ça, exact. Cool. On a un peu dérogé, fait que je vais juste retourner à ma petite feuille. Ça, on en a parlé. Donc, on peut peut-être y retoucher. Est-ce que l'accompagnante est équipée pour discuter avec l'équipe médicale, faire respecter nos désirs, besoins? Bien, c'est sûr qu'on ne va pas prendre parole pour vous, sauf si c'est clair pour vous que c'est ça que vous voulez. Là. Si c'est dans vos souhaits, puis que vous le dites au corps hospitalier, ben, moi, j'aimerais vraiment ça, ne pas me faire déranger. Si vous avez des questions, posez-les à l'accompagnante. Puis si elle ne sait pas, elle va venir me parler. Mais règle générale, c'est sûr qu'on ne veut pas prendre des décisions, on ne veut pas parler à votre place. Par contre, si vous avez des questions, parce qu'eux vous posent des questions, puis vous êtes comme, OK, je ne suis pas sûre, oui, on va en jaser. Exactement. Mais oui, moi, je travaille en collaboration avec l'hôpital, là, dans le sens que l'infirmière qui est là, les infirmières qui sont là, ultimement, je suis là pour les aider aussi. Là. Ben oui. Puis ils vont le voir, là, que quand il y a une accompagnante dans la salle, ben ça se passe relativement bien. Eux, ils ont moins de job parce qu'ils ont moins de choses à expliquer aux parents, ils ont moins de points de pression à faire, ils ont moins... L'infirmière, j'ai tenu la main tout le long, je te jure, elle n'a pas bougé bien, là. Fait que c'est vrai que ça y fait un petit... Exact, puis souvent, on aimerait que, dans les salles de naissance, c'est 1 ou 2 patients max par infirmière en salle d'accouchement. Mais avec le manque de personnel et tout ça, puis on le sait pas, là, quelle famille va avoir plus de besoin d'accompagnement ou quoi que ce soit. Fait que généralement, quand il y a une accompagnante à la naissance, ça l'aide beaucoup, les infirmières. C'est sûr. Là.
Puis, est-ce que le suivi se poursuit après l'accouchement? Est-ce que tu fais des rencontres à domicile après? Est-ce que c'est selon la personne? C'est-tu inclus? Comment que... Moi, je recommande au moins une rencontre en postnatal. Juste parce que, les premiers jours, c'est assez intense à la maison. Fait que d'avoir quelqu'un qui tu peux appeler, hey, viens me voir, j'ai besoin d'aide avec l'allaitement, j'ai besoin d'aide, je suis pas sûre de mon bébé, de X, Y chose. Je le recommande au moins une ou deux rencontres, honnêtement. Puis une deuxième rencontre pour faire le debriefing de ton accouchement. De voir, toi, comment tu l'as vécu, la perception que tu as eu de ton accouchement, la perception de papa, parce que c'est super important de les inclure, les papas. Là. Eux sont spectateurs de leur conjointe en travail pendant X nombre de temps. Fait que d'aller les chercher puis d'aller voir comment tu l'as vécu, toi. Parce que lui, il voit tout, là. Oh oui. Toi, t'es dans tes endorphines, t'es dans tes hormones, puis tu peux être un petit peu paf, mais pas lui, là. Lui, il est dans l'adrénaline. Ouais. Fait que d'aller voir comment le couple a vécu, normaliser des choses, ou si tu as un sentiment d'insatisfaction face à ton accouchement, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Fait que je recommande fortement. Tellement. Moi, je parlais avec une amie, puis en racontant un peu mon accouchement, j'ai fait comme, hey, tu sais quoi? Je pense que j'ai comme vécu un petit trauma, parce que ça comme viré un petit peu chaotique, là. Finalement, c'était correct, mais j'ai réalisé après en y parlant que, finalement, je me sentais pas tellement bien par rapport à ça, Fait que je pense que d'en parler, c'est important. Puis justement, d'avoir un soutien extérieur quand tu es dans le crunch du moment des premiers jours, que tu sais pas trop quoi faire, ça peut... C'est ça, puis c'est un œil objectif, là. Oui. Dans le sens que on l'a tout vu, mais nous, c'est notre travail, fait qu'on est objectif, là. On essaye de faire valoir tes droits puis tout ça, mais ça reste qu'on est objectif. On n'est pas émotionnellement impliqué comme ton partenaire l'est. Fait que de faire un retour avec cette personne-là, puis tu vas pas retourner à l'hôpital faire comme toi, tu étais là la journée de mon accouchement. Oui. Non, on peut s'en discuter. Tu peux faire venir ton dossier médical, tu peux venir, tu as le droit. Mais après ça, c'est pas parler aux personnes qui étaient là. Fait que d'avoir cette vision-là aussi, ça aide. Puis tu parles d'un petit trauma, ben ça arrive malheureusement fréquemment, là. Que les mamans sortent avec une insatisfaction de leur accouchement, qui s'en sont peut-être pas rendus compte sur le moment, puis c'est plus tard que ça refait surface à un deuxième accouchement. Parce qu'ils l'ont pas vu venir, ils étaient trop en mode survie, mettons, quand le bébé est arrivé, puis ils ont mis ça de côté, puis après ça, une deuxième grossesse fait déclencher ce genre de sentiment-là, là, puis c'est tout à fait valide, puis on est là pour ça aussi, là. Puis dans ceux que tu parles, normalement, quand tu étais là à l'accouchement comme accompagnante, est-ce que généralement les femmes, comment ils se sentent quand ils te parlent après leur accouchement? Est-ce qu'ils se sentent bien de comment ça s'est passé? Oui, c'est sûr qu'on n'a pas le contrôle sur tout, là. Non, on s'entend. Là, c'est peut-être mais la plupart, c'est ça, la plupart ont vraiment un sentiment de satisfaction suite à leur accouchement, là. C'est rare que quelqu'un arrive puis fasse comme, OK, non, ça s'est vraiment mal passé ou quoi que ce soit. Oui, il y a des cas où c'est plus difficile un accouchement si on commence une induction sur un col qui n'est pas mature. Il y a des circonstances qui font en sorte que ça se peut que ça ne soit pas un bel accouchement, mais on le sait d'avance, là. Par contre, est-ce qu'on peut dire qu'il n'y aura pas de césarienne parce que ton accompagnante est là? Non. Oui, on aide à prévenir les césariennes parce que les statistiques, les études le prouvent. Là. Le fait d'avoir un accompagnante à la naissance, ça diminue grandement tes statistiques, tes chances de finir en césarienne. Puis les statistiques sont quand même assez alarmantes là, pour 2023. 25% des accouchements au Québec. Mais je pense qu'avant, j'ai lu une statistique justement sur le même collectif qu'avant, c'était comme 1 sur 20, puis là, c'est 1 sur 3 ou 4, quelque chose comme ça. Ouais, on est rendu à 1 sur 4. L'OMS veut que entre 10 et 15% des naissances qui sont par césarienne, c'est des césariennes justifiées, là, parce que vraiment, il y avait un motif médical en arrière de la chose. On est rendu à 25% au Québec. Les États-Unis sont à 33%. Ah, c'est terrible. Fait que le taux de césarienne est en train d'augmenter en flèche, là. Oui, puis moi, j'avais lu beaucoup, puis on en reparlera dans un autre épisode, mais sur les cascades d'intervention. Oui. Quand tu dis oui à quelque chose, souvent, ça veut pas dire que tout va arriver ou que tu vas finir en césarienne, mais l'induction va mener à la péridurale, qui va mener à moins de mouvement, qui va mener peut-être à une césarienne. Fait il y a des trucs, je pense, ça vaut la peine de prendre notre rôle, notre responsabilité aussi en tant que mère, parce que c'est pas juste au corps médical. Je veux dire, je pense qu'on a une responsabilité en tant que mère, puis je pense qu'une accompagnante à la naissance peut être un excellent outil, mais de lire, d'être informée, de savoir ce qui se passe dans ton corps. C'est un peu comme tout dans la vie. 100%.
Si tu veux te préparer à une nouvelle job, ben, tu vas aller lire, tu vas aller étudier, tu vas faire X, Y, Z. Ben, c'est la même chose pour l'accouchement. Oui, c'est naturel, mais ça ne veut pas dire que c'est facile. Non. Puis ça ne veut pas dire que tu vas te lancer là-dedans sans rien savoir. On a accès à de la bonne information. Là. Tant que tu as des bonnes sources, ça peut juste être ton allié. Là. Tellement. On peut passer, on avait un petit Q&A. On y a un petit peu répondu. J'avais 2 questions. La première, si la maman utilise l'hypnose comme Hypnobabies, comment est-ce que toi, en tant qu'accompagnante, tu es là-dedans? Est-ce que vu que la maman est très focus, mettons, comment tu vois ton rôle là-dedans? C'est vraiment la protection de la bulle. OK. À 100%, là. C'est OK, on la dérange pas. Ouais. On fait tout le possible pour pas la déranger. Puis on va s'adresser à papa, on va... on va aider papa si lui a besoin de prendre des breaks puis tout ça. Fait que c'est vraiment dans la protection de la bulle, je te dirais, là, la plus grande chose qu'on va faire. Là. Est-ce que tu en vois beaucoup qui utilisent l'hypnose? Pas tant? Pas tant. On a un programme québécois maintenant. On a des accompagnantes à la naissance qui sont formées avec le programme québécois en hypnose. Ah, OK. Mais je te dirais que moi, c'est pas la majorité de ma clientèle. Non. Puis pour nous donner une idée, c'est quoi les techniques de gestion de douleur que vous utilisez le plus, mettons, les points de pression? Oui, les points de pression. On va utiliser tout ce qui est la chaleur aussi. On va utiliser toutes les positions physiologiques. Donc, quand je te parle de chaleur, ça va être surtout le bain, ce genre de choses-là. Il y a, nous, je ne peux pas installer un TENS, mais on peut utiliser des TENS dans dans le dos, là, exactement. Les petits électrodes. Là, les électrodes de physiothérapeute. Là. Ça se loue, puis tu pourrais l'amener à ton accouchement. Je vais parler des papules d'eau stérile. C'est les infirmières qui font ça. Ça se fait dans le bas du dos. C'est des petites injections d'eau stérile dans ton dos qui viennent travailler au niveau du système nerveux là, pour diminuer la douleur. On peut faire différentes choses en non pharmacologique. Là. Oui, des fois, juste de bouger ton corps ou de prendre une position différente peut faire une énorme je te dirais différence. Oui, il y a plein. On a une boîte à outils qui est pleine au niveau des massages, au niveau des, comme on disait tantôt, les points de pression. On a des outils comme des balles de trigger point, ce genre de choses-là. Mais ultimement, c'est beaucoup la préparation mentale. 80%, c'est la préparation mentale. Si tu penses à quelqu'un qui fait des marathons, qui fait des Ironman, qui fait tout ça, c'est 80% dans la tête. Là. Oui. Fait que c'est la même chose pour la mère. C'est dès le début, c'est déconstruire l'image de la douleur qu'on a parce que si je te dis douleur avant d'avoir un enfant, c'est super négatif. Oui. C'est toutes des connotations négatives. C'est hôpital, blessure, accident. Oui, puis qu'est-ce qu'on voit à la télévision aussi, souvent, juste les accouchements, de la façon qu'ils sont démontrés, c'est tout le temps comme ça crie, il y a du sang. Exact. Exact. Fait que, d'aller retravailler ton cerveau et de faire comme, oui, la douleur est utile quand je suis en danger. Parce que la douleur a une utilité dans la vie, là. Mais là, qu'est-ce que je vais vivre? Je ne suis pas en danger. C'est vrai. De faire comprendre ça à ton cerveau, ça te permet d'aller beaucoup plus loin puis d'accepter les contractions, les vagues, de façon plus comme zen, puis faire comme je travaille avec toi, pas contre toi. Exactement. Oui, de travailler avec ton corps. Audrey, ma belle-sœur que j'ai interviewée pour tout ce qui était accouchement, maison de naissance, puis à domicile, elle disait, justement, quand tu es comme le vaisseau qui fait juste laisser passer ton enfant, tu sais que ton enfant travaille avec toi. Puis des fois, avec la péridurale ou dans l'intensité ou quand tu es avec l'oxytocine de synthèse, des fois, on dirait que tu as de la misère plus à connecter avec ton bébé, mais même la pousser, tu sais, techniquement, là, j'ai hâte de le revivre à un deuxième accouchement, voir si c'est un peu différent, puis de vraiment le comprendre, mais techniquement, ton corps te parle, tu sais, fait que c'est d'être capable de l'écouter. Puis absolument, tu sais, la poussée physiologique versus la poussée dirigée, c'est un peu ça, là, c'est quand tu ressens ton réflexe de pousser, tu pousses. En fait, tu peux juste pas le retenir. Là. Tu es rendu là, c'est un réflexe. Versus, OK, madame, tu as une contraction. OK, on respire, on bloque, on pousse, on expire, on recommence. Puis en milieu hospitalier, je pense, je sais pas si c'est partout, mais de mon côté, il voulait pas que je pense que j'étais à 9,5 ou 9,5, je sais pas comment ils appellent ça. Là. Puis elle m'a dit non, tu peux pas pousser. J'aurais-tu le droit de pousser? Mon corps, là, je sentais qu'il fallait que je pousse, là.
Je te dirais que c'est mieux pas parce que tu n'es pas à 10. Okay. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que si ton col n'est pas à 10 puis tu commences à pousser, tu peux finir avec un œdème du col. Okay. Parce que même si le bébé essaye de passer puis tu le pousses, ben, le bébé peut pas passer. Okay. À moins que tu aies un micro-bébé. Là. Ouais. Mais tu sais, on veut se rendre à 10 pour une raison, puis c'est vraiment pour que la tête puisse passer. Fait que là, si tu mets une tête qui pousse, mais que ton col n'est pas rendu là, ben ça va commencer à enfler. Puis là, un col enflé, ça rapetisse. Parce que l'enflure prend de la place. Donc, au lieu de passer à 10 cm, ben ça se peut que tu passes à 8, à 7. On veut pas ça. There's no way back. Là. Non, je comprends. Oui, fait que dans ces cas-là, c'est vraiment difficile. Puis pourquoi tu as un réflexe de pousser à ce moment-là? C'est parce que ton bébé est très bas. Oui. Donc, ton bébé, il est rendu là. C'est juste que ton col, il n'est pas rendu là. Oui, des fois, comme moi, c'est une petite bande de col. Puis finalement, la médecin était capable de mettre sa main puis de laisser passer. De l'enlever. Puis là, OK, t'es à 10, puis let's go. Oui. Mais des fois, il y a des femmes qui ont le réflexe de pousser à 8 cm. Oui, j'avais déjà lu ça. C'est juste parce que le bébé est très, très bas. Okay. Mais non, on ne peut pas pousser parce que là, on va faire un œdème du col. Il y a plus de risques. Je comprends. Puis, est-ce que, on l'a répondu un petit peu, mais si tu avais quelque chose à rajouter, est-ce qu'elle est aussi là pour le conjoint? Comment elle trouve son rôle parmi les deux, avec la mère, le père? Oui, bien absolument. Tu sais, je l'ai dit tantôt, on n'est pas là pour prendre la place du conjoint. On est là pour, tu sais, tant on veut empower la femme, on veut empower le papa. Tu sais, souvent, les papas, c'est plus difficile. Puis, même encore, sont souvent traités comme le partenaire, pas comme le papa. Je sors d'une formation ce matin avec le regroupement de la valorisation paternelle. Donc, c'est tout ça. C'est comment est-ce qu'on peut être pour être plus inclusif avec les pères. Là. Puis, c'est ça, tu sais, l'accouchement en fait partie. Là, tu sais, la journée de l'accouchement, il y a un bébé qui est né, mais il y a une mère et un père et une famille qui naît en même temps. Là. Fait que le plus qu'on va valoriser le rôle du père, le mieux c'est. Le plus qu'il va être impliqué par la suite, le plus que, au niveau de la charge mentale de la mère, au niveau de la satisfaction du couple, au niveau de tout ça, ça va être mieux. Fait que c'est un peu notre rôle d'aller justement lui donner les outils pour pouvoir le faire. Puis qu'il prenne de la place qu'il veut. Puis après ça, je suis pas là pour le pousser. Puis si lui, ça l'intéresse pas, puis il y a une phobie du sang, puis c'est pour lui, ça va être pire. Ben là, je suis pas là pour te dire, ben là, tu vas être un mauvais père. Non, absolument pas. C'est lui donner la place qu'il veut prendre. Avec les outils qu'il peut avoir. Là, parce que oui, effectivement, ça l'arrive. Là, des papas qui ne veulent rien savoir du sang, puis ils vont s'asseoir parce que ça commence à tourner. Puis là, on est comme, il n'y a personne pour s'occuper de toi, mon homme. Là. Fait que si tu tombes d'un pomme, tu vas rester là un petit bout. Fait que, c'est vraiment de leur donner la place puis les outils qu'ils veulent avoir. Oui, parce que souvent, en tant que femme, c'est toi qui es enceinte, t'es portée peut-être à lire plus, tout ça, mais le père peut comme... Un peu moins. Puis en te sentant un peu inutile ou comme quand t'as pas de connaissances, c'est difficile d'agir puis d'être proactif. Fait que je pense qu'avec une boîte à outils comme ça... Absolument. Puis c'est pour ça que les rencontres prénatales, je vais jamais les faire si les deux parents sont pas là. Peu importe le sexe, l'orientation, quoi que ce soit, je veux que les deux parents soient là. Tellement. Pour tout, là, même l'allaitement, le monde va dire « Ouais, mais c'est juste la femme qui va allaiter. » Non. Le partenaire, le conjoint va avoir un rôle immense là-dedans. Fait que, j'en ferai pas, là, à moins que ça soit quelque chose de vraiment extrême, là, que le partenaire n'a pas pu être là, mais sinon, j'en fais juste pas. Là. Good. J'aimerais ça qu'on parle aussi, tu le ferais, là, tu le fais plus, mais c'est quand même pertinent. Il y a aussi, on peut faire appel à un service de relevailles qu'on appelle. Oui. Tu peux-tu nous parler un peu, c'est quoi exact? Absolument. Donc, le service de relevailles, ça va être offert par certaines accompagnantes à la naissance. Il y a des accompagnantes en postnatal aussi qui vont l'offrir, des doulas postnatales. Donc, c'est un service d'aide à la maison, le service de relevailles. Donc, qu'est-ce qu'on va venir faire à la maison? C'est vraiment le support de la mère, le support de la famille. Ça va passer soit par on va s'occuper du bébé pour que la mère puisse se reposer. On va s'occuper des tâches ménagères dans la maison pour que la mère puisse passer du temps au repos avec le bébé. On va venir aider au niveau de l'allaitement. Il y a certaines doulas qui sont monitrices de portage. Fait qu'on peut venir donner des trucs au niveau du portage. On peut venir donner des trucs justement au papa, encore une fois, si papa est encore à la maison quand il y a des relevailles. On peut accompagner les mères à certains rendez-vous. C'est vraiment varié, mais on est là pour soulager dans peu importe qu'est-ce que la famille a de besoin. Là. Dans le fond, avant, on avait un village. Puis nos familles restaient proches, nos frères, nos sœurs, les autres femmes du village étaient là. Puis, ça se voulait que dans certaines cultures, c'est encore fait, mais que le premier 40 jours, la femme reste couchée.
Puis tu te fais juste t'occuper de ton bébé, puis les autres femmes du village vont venir t'aider avec tout le reste. Ou les grandes sœurs, faisaient tout le reste dans la maison. Ben, c'est un peu ça qu'on veut venir faire, là. On veut que la mère puisse se reposer un maximum, mais en même temps, on comprend que dans la vie maintenant, tout est tellement accéléré, tout est tellement loin, on est tellement dans de la performance. Qu'on est comme, ah oui, je suis 3 jours postpartum, je fais déjà mon lavage, je suis en train de faire mon souper, puis j'allaite, puis, on valorise ça beaucoup aussi, alors que ça devrait pas l'être. Ça devrait pas. Non, je veux pas te voir en train de cuisiner ton souper, même si tu dis que tu te sens bien, là. Parce que, non, je veux que tu te reposes à un maximum. Fait que ça peut être ça aussi, là, une doula postnatale, elle vient cuisiner chez toi. Puis elle fait comme, OK, dis-moi, qu'est-ce que tu as dans le frigo, puis je vais te faire. C'est ça, ou tu as déjà une idée de souper, tu as une recette, OK, ben tiens, voici ma recette, je vais commencer ton souper. C'est merveilleux, là, ça, là. Oui. D'habitude, c'est des blocs de 3 heures. Fait que là, les parents vont pouvoir choisir, là, à ce moment-là. Surtout une fois par semaine, plusieurs fois par semaine. C'est sûr que ça aussi, c'est au privé. Il y a certains organismes communautaires qui vont l'offrir à faible coût ou gratuitement, dépendant de la situation familiale, là. J'ai lu justement, je pense qu'il y a aussi, tu peux avoir un certain crédit d'impôt au Québec, je crois, par rapport à, je sais pas si c'est aide familiale ou c'est quoi. C'est ça, c'est comme en train de changer. Il faudrait vraiment aller vérifier auprès de Revenu Québec parce que c'est le retour anticipé ou les frais de garde. Dans le fond, comme pour une garderie privée. Je comprends. Mais le relevail, c'est ça. C'est ça, il y a des clauses qui sont en train de changer. Jusqu'à l'année passée, les relevailles rentraient, mais j'ai vu passer que cette année, il y avait des petites clauses qui avaient changé qui peut-être ne faisaient pas en sorte que tout le service de relevail puisse rentrer parce qu'ils l'ont commis plus spécifique pour que ce soit vraiment le service de garde d'enfants plus probablement avec les manques de garderie et tout ça, je comprends. Mais aussi d'avoir quelqu'un, tu sais, surtout pour un premier enfant dans les premiers jours, que c'est tellement de l'inconnu, d'avoir quelqu'un, mettons, comme une doula ou une accompagnante qui sait un peu, qui s'y connaît, qui a une connaissance avec les bébés, qui peut t'aider. En tout cas, je trouverais ça tellement... Ben des fois, tu sais, c'est juste, oh mon Dieu, il pleure, je sais plus quoi faire. Ah ben change de position, essaye cette position-là parce que je sais que la plupart des bébés, ils aiment ça, cette position-là. Ah mon Dieu, c'est magique. Ben oui. Mais je me souviens, Gabrielle était venue m'aider, justement. J'avais un peu de la misère avec l'allaitement, puis elle était venue m'aider à la maison, puis Sage ne voulait pas se faire déposer. Puis t'es comme, t'as essayé de faire des squats avec elle? T'as essayé de mettre ton chandail sur le Snuggle Me pour qu'elle ait ton odeur? Fait que j'ai tout essayé des affaires où j'aurais pas pensé du tout à faire. Fait que c'est des fois, ça fonctionne, des fois, ça ne fonctionne pas parce que ça dépend des bébés. Mais oui, c'est ça. On est comme une grosse boîte à outils, finalement. Tu as des questions, on essaie de te donner des petits trucs, des astuces que tu peux essayer. Puis après ça, ben c'est toi la maman de ton bébé. Fait que c'est toi l'experte. Fait que... Puis la dernière question, c'est un service que tu offres encore, les bains Thalasso. Oui. J'aimerais ça savoir un peu, parce qu'on avait fait un concours sur ma page aussi, puis il y avait plein de monde qui ne savait pas c'était quoi un bain Thalasso. Peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi? Absolument. C'est mon bonbon. OK. Dans tout ce que je fais en périnatalité, ça, je le fais égoïstement pour moi. Les bains Thalasso, c'est un service de bain emmailloté dans de l'eau tiède. Dans le fond, le but de ça, c'est vraiment de venir recréer les repères intra-utérins du bébé une fois qu'il est sorti. Donc, on veut venir adoucir des tensions que les bébés pourraient avoir suite à la naissance. On veut venir peut-être recréer une naissance ou faire, pas la paix, mais mieux vivre la naissance quand c'est des naissances qui sont un petit peu plus chaotiques. Oui, parce que le bébé le ressent aussi, pas juste la mère. Oui. On parle peu de ça, mais c'est une très grosse expérience pour le bébé. Puis c'est pas parce qu'il n'est pas capable de parler qu'il ne l'a pas vécu. T'sais, il s'est fait shaker pendant des heures. Il a passé par un canal de 10 cm, là. C'est fou. Lui, là. Hein? Fait que c'est énorme qu'est-ce que les bébés vivent. Donc, ça vient vraiment l'aider à sa transition extra-utérine. Ça va venir baisser le cortisol, baisser l'adrénaline dans son système. Parce que ils en vivent. Hein? Tout ça, c'est du stress pour eux. Là. Fait que le cortisol, l'adrénaline, ça va augmenter. Ça peut venir aider au niveau du sommeil, justement, parce que l'adrénaline, le cortisol redescend. Ça vient aider au niveau du lien d'attachement sécurisant avec le parent. Dans le fond, c'est un bain qui va durer à peu près 20 minutes, une demi-heure, dépendant des bébés. Après ça, on va aller à un massage. Donc, le massage,
la façon que moi, je le fais, c'est que je l'enseigne aux parents. Là, c'est un petit peu différent à domicile parce qu'on est allé chez toi. Oui. Je travaille ici à Granby, puis j'ai une poupée dans le fond, puis je monte le massage sur la poupée, puis je veux que les 2 parents le fassent. Pour le recréer à la maison. Oui, pour qu'ils puissent le recréer à la maison par la suite. Donc, c'est ça. C'est toutes des choses qui vont venir favoriser le lien d'attachement sécurisant là, du bébé envers le parent. Puis juste renforcer les compétences parentales, là, parce que je vois les bons coups des parents, fait que je me fais un devoir de souligner les bons coups pendant qu'on est là. Ouais. Donc, c'est vraiment le fun. Comme je te dis, c'est mon petit bonbon. J'adore. T'avais-tu quelque chose à rajouter pour les femmes, s'il y en a qui sont pas sûres de vouloir choisir ce service-là, ou c'était un petit... Ben, si vous n'êtes pas sûr, je vous dirais que discutez-en avec des accompagnantes à la naissance. Ou même si vous êtes sûr. Le plus important, c'est qu'il y ait un fit avec votre accompagnante à la naissance, que ça clique parce qu'elle va être là dans un des moments les plus importants de votre vie et des plus vulnérables. Donc, vous voulez être sûr d'être en confiance avec cette personne-là. Donc, je vous dirais, rencontrez-en quelques-unes. Il y a des groupes Facebook là, pour accompagnantes à la naissance, pour que les parents puissent trouver des accompagnantes à la naissance. Il y a plein d'accompagnantes à la naissance qui ont des sites web. Il y a des collectifs un peu comme tu as vu, des genres de compagnies qui ont plusieurs accompagnantes à la naissance. Fait que magasiner. C'est pas cher à dire parce que vous magasinez une personne. Oui, je comprends. Mais c'est un service en même temps. C'est un service, mais ultimement, c'est vraiment la personne. Ouais. Donc, regardez les offres de service pour voir qu'est-ce qui vous parle le plus. Est-ce que vous êtes plus spirituel? Est-ce que vous êtes plus terre-à-terre? Est-ce que vous êtes plus... vous-même, vous avez un background médical, mettons. Ouais. Moi, j'ai accompagné là, des médecins, j'ai accompagné des infirmières, j'ai accompagné des pédiatres. Donc, c'est un background particulier. Là, Eux ne sont vraiment pas dans la spiritualité, non. rien de ça. Plus pratique. Exactement. Fait que juste d'avoir la personne qui vous fit avec vous. Puis, c'est ça, rencontrez-les parce qu'au téléphone, c'est pas assez. Là. Un petit 10 minutes au téléphone, non. Allez prendre un café, invitez-la à la maison. Faut que les 2 parents soient là aussi. Là. Ça, je le recommande parce que papa fait partie de l'aventure. Des fois, tu veux qu'ils s'entendent bien. Puis après ça, choisissez celle que vous voulez. Ou si vous êtes en prise de décision, la personne va pouvoir répondre à vos questions, voir c'est quoi son offre de service, c'est quoi ses couleurs à elle. Oui. Puis après ça, c'est sûr que ça va vous éclairer dans votre décision. Yes. Puis si quelqu'un veut te contacter, il tombe en amour avec toi, écoute le podcast, c'est elle que je veux. Pour mon accouchement, tu travailles dans quelle région principalement? Montérégie principalement, début de l'Estrie. Je peux me rendre jusqu'à peut-être Magog. Oh, quand même, OK. Ouais, tu sais, je me rendrais... On pousse un peu là, ouais. C'est ça, Sherbrooke, ça commence à être long, mais tu sais, c'est quand même, je me dis, c'est quand même 1 heure, fait que c'est faisable. Okay. Puis après ça, je vais jusqu'à, tu sais, Longueuil. Je peux me rendre à Montréal aussi. Okay. Fait que c'est pour ça que je me dis, tu sais, Sherbrooke, Magog, Montréal. Parfait. Dans ces points-là pour l'accompagnement à la naissance. Ouais, c'est assez large. Je vais mettre en description ta page Instagram. Est-ce qu'il y avait un site web qu'on pouvait rajouter? Non, Facebook, Instagram. Super. Ouais. Good. Ben, gros merci, Gabriella, d'avoir été là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire ou à lui écrire directement. Je vais mettre sa page dans la description. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Merci beaucoup. Merci d'avoir été des nôtres pour un autre épisode de Motherhood Unfiltered Podcast. Si vous avez apprécié notre moment ensemble, n'hésitez pas à aller laisser un avis et vous abonner pour ne rien manquer. À très bientôt!